Bonjour et de retour pour une nouvelle vidéo qui fait suite à une demande par mail de Frodi. Alors j'ai pas votre identité, je l'aurais pas donnée de toute façon, mais voilà, vous m'avez demandé. Vous m'avez dit que vous aviez besoin d'aide sur Rhinocéros de Eugène Ionesco, donc ça m'a permis de me replonger là-dedans. C'est intéressant. Euh, alors qui est Eugène Ionesco? C'est assez simple. Il est né d'un père roumain et d'une mère française en 1909. Et en 1913, sa famille s'est installée à Paris. Il est né en Roumanie. Euh, il a fait des allers-retours dans toute son enfance entre la Roumanie et Paris pour finalement s'installer en France et finir par devenir professeur de français. Euh, donc, il a observé la montée du fascisme en Europe centrale, notamment en Roumanie, il y retournait souvent. Et il est revenu en France en 1938 et s'est lancé dans une carrière littéraire au lendemain de la guerre, avec des pièces qui ont fait scandale d'ailleurs, et qui resteront relativement longtemps confidentielles avant le succès. Euh, Notamment un grand succès en 1952 avec la cantatrice chauve. C'est en décidant d'apprendre l'anglais avec la méthode Assimil, que vous connaissez bien, qu'il a eu l'idée d'une partie du dialogue de la cantatrice chauve qui imite des phrases incohérentes d'un manuel de conversation courante en langue étrangère. Euh, et il y a dans ce livre une outrance d'emploi, de lieux communs, etc., qui provoque un effet d'absurdité et donc un effet de comique. Tous les dialogues sont entièrement mécanisés, etc. Et ça pousse le rythme de la machine théâtrale jusqu'à une espèce de vertige. Voilà. Donc il y a une importance du langage chez Ionesco. C'est comme si un peu il fonctionnait tout seul, d'ailleurs. Euh, Alors que sous lui, sous le langage, progresse silencieusement comme une maladie, des pensées plutôt sadiques. Et pour compenser le tragique de la situation, il utilise le burlesque. Il le dit dans Notes et contre-notes, qui est un ouvrage qu'on pourrait qualifier euh, de réflexion littéraire sur son œuvre. Il a écrit sur un texte burlesque, un jeu dramatique sur un texte dramatique, un jeu burlesque. Et il en verra l'importance, surtout avec la cantatrice chauve, qui est jouée depuis 62 ans. C'est le record du monde. Euh, Depuis 62 ans au théâtre de la Huchette à Paris. Ça n'a pas été facile. Allez sur le site du théâtre de la Huchette et vous avez un petit résumé rapide de la réception de la pièce et puis surtout une description un petit peu de la manière dont la pièce a été d'emblée aperçue. Alors, reçue, au tout début, c'était vraiment une catastrophe. La critique a été très négative. Et puis, ils se sont rendus compte, des acteurs, parce que souvent les acteurs sont de bons collaborateurs des auteurs, notamment au théâtre évidemment. Ils se sont rendus compte que en jouant la pièce sérieusement, au lieu d'en faire des caisses, eh bien, ça fonctionnait très bien. Les gens riaient beaucoup. Alors que quand ils ont essayé de le jouer de manière un peu comédia dell'arte, là, ça n'a pas fonctionné. Donc, allez sur le site du Théâtre de la Huchette, vous verrez, c'est assez bien décrit tout ça. Alors, vous allez voir, je vais vite, mais encore une fois, je le dis je le dis quasiment à chaque fois d'ailleurs. C'est à vous de faire des pauses si vous voulez des précisions, etc. Hein. Alors, Rhinocéros, initialement, c'était
initialement, c'était... Alors, juste simplement, Ionesco revient en France en 1938, il se lance dans une carrière littéraire, donc, avec des pièces qui font scandale, et euh, c'est grâce au personnage de Béranger, de Rhinocéros, et qui apparaît euh, aussi dans Le Roi Sommeur, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il va obtenir une célébrité, une reconnaissance internationale, et il va exercer une influence extrêmement importante sur le théâtre français jusqu'à sa mort en 1994. Alors, d'abord, ça devait être une nouvelle, hein, qu'il a rédigée en 1957 à la demande de Geneviève Serrault, dont il tire une pièce de théâtre après, en 1959. Il va la créer d'abord en Allemagne et puis en 1960 à Paris. Le triomphe va être mondial et, et ça s'explique surtout par la modernité de son esthétique, autant que par la dimension symbolique de la rhinocérite, hein, dans laquelle chaque spectateur reconnaît qu'il s'agit euh, d'une page tragique de l'histoire du XXe siècle. Hein. C'est-à-dire que, euh, en gros, l'idée, c'est que il symbolise quelque chose. Il a senti monter le fascisme. Il a senti monter le fascisme, notamment en Roumanie, et il s'est dit qu'il fallait décrire cela, et il a pensé le faire en inventant une maladie, la rhinocérite. Il va mêler dans cette pièce des souvenirs inquiétants des forces de séduction que le fascisme avait exercées sur le peuple roumain. Et il a créé donc une farce tragique, à la construction relativement simple, il y a 3 actes, mais très efficace, de laquelle on peut dans laquelle on peut sentir une mise en garde contre les périls toujours menaçant l'humanité, notamment les périls qu'on pourrait appeler aujourd'hui, par exemple, populistes. Dans l'acte 1, vous avez... alors, il y a 3 actes, encore une fois. L'acte 1, le problème c'est que vous m'avez pas dit exactement ce que vous vouliez, si c'était un passage en particulier ou si vous aviez un problème avec l'œuvre en général. Alors, du coup, vous m'avez pas répondu, je vais poser la question, mais bon, peu importe. Euh, sur l'acte 1, vous avez donc, alors il y a une petite place d'une ville de province, passe soudain un rhinocéros, dont l'avenue fait réagir l'assistance. Un des personnages, Jean, semble le plus frappé, tandis que son copain Béranger continue à boire son pastis tranquillement et reçoit ses leçons de morale avec détachement. Sauf que le chat de la ménagère se fait écraser par un rhinocéros qui avait une conversation totalement absurde, en particulier entre un logicien, donc un spécialiste de logique, et un vieux monsieur. Et donc il y a des disputes qui sont assez désopilantes. Au deuxième acte, vous avez Béranger qui arrive en retard au bureau. Tout le monde se prononce sur le cas du rhinocéros. Vous avez Daisy, la jeune secrétaire dont Béranger est amoureux, Dudard, Bottard, un instituteur à la retraite et le chef de service, M. Papillon, qui échangent des clichés sur cette apparition, quand Mme Boeuf, la femme d'un des employés, vient annoncer que son mari est souffrant. En fait, il s'est juste métamorphosé en rhinocéros. On reconnaît là une référence à la métamorphose de Kafka. Lisez ce texte court si vous en avez la possibilité. Euh, Là aussi, un texte sur l'absurdité du monde. Euh, il s'est donc transformé en rhinocéros et il la poursuit jusque dans les escaliers de l'immeuble, et ça provoque une panique dans le bureau. Donc plus tard, en visite chez Jean, Béranger s'aperçoit avec horreur que son ami, lui aussi, a été gagné par la contagion, par la rhinocérite. Dans l'acte 3, ensuite, Béranger, qui est prostré chez lui, craint que la rhinocérite ne l'atteigne comme Bottard ou Monsieur Papillon. Voilà, la rhinocérite serait une sorte de virus intellectuel, mental. Et Daisy elle-même, mais malgré son amour pour Béranger, va se laisser progressivement séduire par le rhinocéros que l'on entend passer de plus en plus nombreux au travers de la fenêtre des maisons des gens.
Et Béranger se retrouve seul à résister contre cette rhinocérite. Et il décide d'être le dernier homme existant sur Terre. Voilà. C'est donc du tragicomique, c'est-à-dire que ça mélange du tragique et du comique, et il utilise le burlesque pour envoyer un message d'ordre politique. Décider d'être le dernier homme, c'est en quelque sorte dire non à la rhinocérite, dire non donc en définitive au fascisme, et voilà. C'est une pièce aussi donc sur du coup la résistance. Euh, alors, c'est d'abord une farce tragique. Pourquoi? Parce que dans cette pièce, il y mêle le tragique et le comique. Il dit lui-même, je cite, que le comique est une étape de la construction dramatique, un outil pour faire contrepoint au drame. Donc l'ouverture de Rhinocéros, vous l'avez vu, est fondamentalement comique. L'auteur recourt au procédé de la farce, comme dans les films, par exemple, dans les films comiques, muets, qu'il a pu voir, et qui sont des chefs-d'œuvre, hein, pour beaucoup. Je vous renvoie notamment au, au film de Chaplin, Charlie Chaplin et puis de Buster Keaton, qu'on peut trouver relativement facilement si on les cherche un peu. Donc toutes les scènes incongrues évidemment pour le rire, etc. C'est une Le comique insinue dans la fable l'absurde, tout en le faisant accepter au public. Euh, à la métamorphose de Monsieur Boeuf, par exemple, comme on a vu là, qui aurait pu émouvoir le spectateur à travers la représentation de l'angoisse de sa femme, devient comique dès lors que Madame Boeuf, sa femme, lui saute sur le dos et qu'elle abandonne sa jupe dans les mains de Béranger qui voulait la retenir. Voilà. Donc tout ce qui... euh, c'est une pirouette en fait, hein. C'est pour essayer de dédramatiser la chose, tout en montrant l'absurdité de la situation. Et c'est le comique qui est vecteur de l'absurdité. C'est la répétition mécanique des mêmes propos par le cœur des personnages. Euh, les personnages qui eux-mêmes sont appelés à se métamorphoser, qui met l'accent sur leur conformisme en fait. Chacun fait un pas vers la monstruosité, la transformation, la rhinocérite, le fascisme, en définitive. Tout ça provoque à la fois l'inquiétude et en même temps le rire. Donc la pièce évolue lentement, si vous l'avez vu, et si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, il faut le faire vite. La pièce évolue de la farce, de l'acte 1 et 2, qui est en fait le premier tableau, vers la tragédie, c'est-à-dire la fin de l'acte 2, jusqu'à l'acte 3. Qui est Béranger? Euh, c'est en fait le témoin impuissant de la métamorphose de ses contemporains, de ses concitoyens, en rhinocéros. Et donc, en fait, Ionesco confronte un homme à son destin absurde. Béranger est un anti-héros. Il y a beaucoup d'anti-héros dans la littérature. Un anti-héros qui est confronté, encore une fois, à l'absurdité du monde et à l'absurdité de sa propre condition. Euh, alors que, vous savez, vous avez sans doute vu ça, de toute façon c'est au programme, hein, héros, anti-héros, etc. Mais le héros positif, l'image qu'on avait d'abord du héros, c'est quelqu'un qui se démarque de la foule ordinaire et qu'on considère comme un héros. Alors ça vient de la mythologie gréco-latine, ça vient des personnages centraux de la littérature classique, des romans classiques, ça vient des mythes et des légendes du Moyen Âge, ça vient de l'esprit chevaleresque, la courtoisie, etc. Vous vous souvenez, évidemment, vous avez forcément parlé avec votre professeur de Lancelot du Lac l'Audacieux, de Perceval le Gallois, le roi Arthur, etc. Et évidemment, il y a toute cette longue tradition, par exemple de l'épopée, la chanson de Roland, le héros tragique comme Phèdre, euh, chez Racine, victime de ses passions incestueuses, mais en même temps jouer des dieux et qui ne trouvera pas la paix que dans la mort. Euh, et voilà. Tous ces héros-là, vous avez aussi les héros positifs, comme
Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Euh, Par exemple, les géants des récits de Rabelais aussi, Gargantua, Pantagruel, qui sont à la fois assoiffés de savoir et ils donnent l'image idéale de la culture humaniste. Hein, encore, si vous pouvez lire Rabelais, c'est vraiment pas du temps perdu. Et puis, il y a aussi le héros négatif, Emma Bovary, Gervaise dans l'Assommoir de Zola, voilà. Et puis, avec le temps, vont apparaître les anti-héros, mais bon, c'est apparu assez rapidement, hein, parce que l'anti-héros arrive par exemple assez vite. Au XVIIe siècle, on pense à Sancho Panza de Cervantes. Euh, Qu'est-ce que je vous raconte pas Sancho Panza, pardon, Don Quichotte de Cervantes. Voilà. Les anti-héros, il y en a eu d'autres. Hein. Après, on en trouve pas mal dans les romans, notamment euh, le duc d'Arrebourg de Huysmans. L'étranger le plus intéressant, à mon sens, quand on parle d'anti-héros, c'est Meursault de l'étranger de Camus, qui vit une vie banale et qui sera impliqué dans un crime sans le vouloir. Je crois que c'était. Je sais plus si c'est. Je crois que c'est Alain Robbe-Grillet qui disait, un auteur du nouveau roman, qui disait que euh, l'absurdité de l'étranger de Camus vient du fait que c'est un homme qui finalement est condamné parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Alors je vous laisse comprendre pourquoi. Il faut lire L'étranger de Camus, c'est un très très grand livre, à mon sens. Voilà, vous savez, Bardamu, mais bon, bref, voilà. Donc Béranger fait partie de cette école d'anti-héros euh, par le caractère tragique qui entoure sa condition. Je vais devoir faire deux vidéos hein, parce que j'ai pas assez de stockage sur mon téléphone et puis parce que sinon ce serait un peu long. Donc vous avez donc là ce Béranger qui est un anti-héros. L'espace dramatique va se fermer progressivement dans la pièce. Le lieu extérieur qui était d'abord ouvert au public et public, qui représente la place de l'acte 1, est remplacé par des lieux intérieurs, de plus en plus fermés et de plus en plus petits. Un bureau, la chambre de Jean, celle de Béranger, comme si l'invasion des rhinocéros interdisait à l'homme de tenir sa place. Voilà. Et dans le même temps, le nombre de personnages présents sur la scène diminue de plus en plus. Donc on a un sentiment d'oppression, d'enfermement, etc., qui marque la défaite de l'homme face à son destin et le fait que Béranger est finalement le seul héros euh, auprès duquel le spectateur peut ressentir un petit peu de compassion. Euh, voilà, donc on verra ensuite un petit peu plus avant euh, ce héros Béranger, puis on finira par dire dans quelle mesure ce récit est symbolique, de quoi il est symbolique. Et puis voilà,